Alors, les cinéphiles parmi vous auront peut-être identifié la provenance de la photographie qui illustre la couverture, la première page de ce diaporama. Il s'agit bien sûr de Jurassic Park et de ce fameux moustique conservé dans l'ombre. Je pense que vous aurez vu à quoi je veux faire référence ce soir, c'est-à-dire à la résurrection de créatures disparues, et en l'occurrence de bâtiments disparus depuis parfois plusieurs générations. Donc il sera question essentiellement d'ADN, de clonage, d'exploitation commerciale, de parcs thématiques. Donc ne vous effrayez pas avec ces termes-là, mais voilà. En tout cas, je tenais à faire ce parallèle-là parce que la question de l'origine, des sources même, de la possibilité de cloner un bâtiment, de le faire revivre, est fondamentale. Et j'espère pouvoir en débattre ensuite avec Frédéric Didier. En tant qu'historien, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse et qui me fascine. Comment, à partir de quoi on peut faire revivre un bâtiment, où commence, où s'arrête, disons, le travail sur les sources et où commence l'interprétation et la création. Ça va être une des questions que je vais essayer d'aborder ce soir. Alors, je continue avec Jurassic Park et vous vous souvenez de ce moment assez émouvant où on voit poindre cette petite tête de dinosaure à travers la coquille. Moi, ce qui m'a intéressé, en fait, dans le travail que je vous présente ce soir, qui va être structuré autour d'études de cas principalement, c'est d'essayer de reconstituer l'écosystème qui gravite en fait autour de ces projets de reconstruction à l'identique, en essayant d'identifier autant que possible les acteurs, les logiques d'acteurs, les motivations, qu'elles soient nobles ou moins nobles, les procédés mis en œuvre pour essayer de reconstituer, de retrouver la substance de ces bâtiments, les finalités de ces projets et également ce que ces projets en fait disent du rapport à l'histoire, du rapport à l'authenticité et du rapport aussi à l'architecture et à l'architecture contemporaine d'une manière générale. Alors, on peut se demander ce que signifie reconstruire à l'identique et le simple fait de mettre des guillemets à l'identique entraîne déjà finalement un pas de côté par rapport à cette formule. Et je pense que je peux tuer le suspense en disant que finalement la reconstruction à l'identique est impossible du fait même que les conditions de possibilité de ces reconstructions sont évidemment très différentes de celles des bâtiments d'origine. Ceci dit, j'ai voulu d'abord essayer de m'interroger sur la question de la faisabilité doctrinale, théorique de ces reconstructions en... Deuxième, c'est mieux. D'accord, merci. Oui, effectivement. Et d'essayer de m'interroger déjà sur le sens de cette formule, reconstruction à l'identique, sur le sens en français déjà. Et je vais vous présenter aujourd'hui des cas à la fois allemands et français, ce qui fait que la définition n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre. Et je me suis aidé pour cela de définitions qui ont été, enfin des essais de formulation de définitions qu'on peut trouver dans ce fameux numéro de Monumental publié en 2010, un numéro qui a fait date d'ailleurs sur ces questions-là. Et j'emprunte la définition de François Gauvin. Ce mot définit des opérations intervenant sur des édifices, le plus souvent détruits depuis un certain temps, et pour lesquels les motivations politiques, symboliques, peuvent être déterminantes par rapport aux enjeux strictement patrimoniaux. Donc on a déjà d'emblée effectivement cette définition restrictive de la reconstruction qui concerne des bâtiments qui ont disparu déjà depuis un certain temps, donc une distance générationnelle qui fait que parfois même les témoins vivants de ces bâtiments disparus ne sont plus encore en vie, et ce qui facilite finalement aussi
procédés de récupération de ces bâtiments. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces motivations, et on va le voir, politiques, idéologiques, économiques même parfois, sont très très variées et sont souvent primes, en tout cas, sur les aspects et les débats patrimoniaux. C'est ce que rappelait justement Béatrice Roederer à propos de la flèche de Saint-Denis, et je pense que c'est effectivement le cas. Ça a été peut-être moins le cas sur le palais des Tuileries, malgré tout, mais on va y revenir. Alors, pour confronter en fait ces différentes acceptions du terme reconstruction à l'identique, j'ai essayé de regarder ce qu'en disait l'ICOMOS, donc le Conseil international des monuments et des sites, organe consultatif de l'UNESCO, qui rappelle que la reconstruction dans le domaine du patrimoine peut être définie comme l'acte ou le processus de représentation de la forme, des caractéristiques, des détails, ou parfois même des matériaux manquants d'un site, d'un monument, d'un paysage, d'un bâtiment, d'une structure, ou d'un objet qui n'existe plus, ou une partie de celui-ci, à une période précise et généralement dans sa localisation historique. Donc ça restreint un petit peu plus le champ, mais on a encore potentiellement une variété de situations qu'il va falloir essayer d'identifier. Et cette définition de l'ICOMOS, finalement, qui est assez récente, qui date de 2014, elle est assez tardive, finalement, par rapport au phénomène de recrudescence de ces reconstructions à l'identique. Et elle est à mettre aussi en contrepoint avec la définition qu'en donnait la Charte de Venise, ou en tout cas la posture adoptée par les professionnels au moment de la rédaction de la Charte de Venise, qui, dans l'article 15, stipulait que tout travail de reconstruction devrait être exclu a priori. Seule l'anastylose peut être envisagée, c'est-à-dire la recomposition des parties existantes mais démembrées. Les éléments d'intégration seront toujours reconnaissables et représenteront le minimum nécessaire pour assurer les conditions de conservation du monument et rétablir la continuité de ses formes. Donc on a une position en 1964 qui est assez ferme sur la question de la reconstruction à l'identique, qui n'est envisageable qu'à partir du moment où il reste des vestiges. En 2000, la charte de Cracovie est revenue un peu à nuancer cette position, en stipulant que la reconstruction de parties entières dans le style de l'immeuble doit être évitée. La reconstruction de parties limitées ayant une signification architecturale peut être acceptée à titre exceptionnel, à condition d'être basée sur une documentation précise et indiscutable. Et je pense que cette dernière phrase, à condition d'être basée sur une documentation précise et indiscutable, est justement celle sur laquelle je vais essayer d'insister ce soir, certainement dans les discussions aussi avec Frédéric Didier, mais qui effectivement est un point sur lequel les interprétations sont assez libres finalement, certains architectes l'interprétant de manière très libérale, très décomplexée, et d'autres essayant de rester sur une position beaucoup plus ferme, en tout cas du point de vue du respect des sources. Alors, la charte de Cracovie, par contre, fait surtout référence aux reconstructions d'immeubles entiers détruits par des conflits armés ou des désastres, et en fait laisse entendre que ces reconstructions sont acceptables à partir du moment où il y a une légitimation populaire de ces projets de reconstruction. Alors, on pourrait étendre aussi cette clause, finalement, à la question des reconstructions de monuments disparus, parfois d'ailleurs dans le cadre de conflits armés ou de catastrophes naturelles, mais qui ont disparu volontairement ou par le poids des années. Finalement, cette position par rapport à la question des reconstructions a été nuancée une dernière fois, plus récemment en 2011, par l'ICOMOS toujours, qui a pris conscience finalement très tardivement de ce problème et a essayé d'y parer en lançant un débat international. En 2011, d'abord,
par la résolution que je vais vous lire, rappelant la charte de Venise, la déclaration de Dresde, le document de Nara, la charte de Cracovie et d'autres recommandations concernant la théorie et la pratique de reconstruction, considérant la croissance significative à l'échelle mondiale des reconstructions de monuments et d'ensembles, y compris des sites du patrimoine mondial, et là je pense que c'est pour ça aussi que l'ICOMOS a réagi, considérant le mépris croissant, le terme est fort, des principes théoriques en vigueur relatifs à la justification de la reconstruction et une nouvelle tendance vers la commercialisation importante des activités de reconstruction. Donc, encourage l'ICOMOS, considérant ce problème comme une urgence à traiter, à lancer un débat sur cette nouvelle et croissante tendance à la reconstruction. Alors, ce débat, je ne suis pas sûr qu'il ait été aussi intense qu'on aurait pu le souhaiter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il émerge, ce débat, à un moment de floraison, un moment où, en tout cas, la littérature spécialisée s'est emparée du sujet déjà depuis un bon moment. Comme vous pouvez le voir ici ça, c'est lisible. En France, en Espagne, en Allemagne, notamment, j'ai fait une petite sélection. Vous pouvez reconnaître ici à gauche le numéro de Monumental que j'évoquais tout à l'heure. La même année, c'est bizarre, mais la même année, on a aussi un dossier spécial dans Criticat consacré aux faux en architecture. En Allemagne, parallèlement, 2 ouvrages antagonistes, l'un défendant la tradition de la reconstruction et l'autre prenant justement le contre-pied de cette tendance en Allemagne. Et puis, déjà en 2006 et 2007, on avait deux contributions, une de Momus, sur la question des reconstructions, et une autre, un ouvrage très confidentiel, parce que publié en espagnol, sur le clonage architectural, publié à Madrid, et qui fait vraiment le point aussi sur cette question de la reconstruction à l'identique, au sens large, après conflit, après catastrophe naturelle, reconstruction de bâtiments du XXe siècle, etc. Alors, qu'est-ce que nous dit cette floraison d'ouvrages sur cette question ? Elle nous dit aussi que finalement c'est un sujet qui n'est pas clos, qui mérite d'être examiné au prisme de cas, d'études approfondies de certains cas, pour bien comprendre l'ensemble des enjeux. En 2010, Isabelle Palot-Frossard écrivait que lorsqu'on en vient à reconstruire à partir de rien, lorsque le temps est passé, plus d'un demi-siècle, voire davantage, les motivations profondes et les modalités de mise en œuvre diffèrent largement. Donc c'est ce que je vais vraiment essayer de faire ce soir, de montrer les motivations profondes et les modalités de mise en œuvre de ces différents projets, et d'essayer de voir finalement à qui profitent aussi ces reconstructions. Alors, j'ai choisi 5 cas. Frédéric Didier a tenu à en ajouter un 6e. On verra en fonction du temps. Donc, les 2 premiers, donc, c'est Potsdam et Berlin. Et les suivants, les Tuileries, Saint-Cloud, Versailles et éventuellement Marly. Voilà. Donc, j'ai choisi de commencer par l'Allemagne parce que l'Allemagne est finalement une référence incontournable pour les soutiens des projets de reconstruction en France. Donc c'est difficile de parler des projets français sans évoquer d'abord les projets allemands. Alors le cas de Potsdam est assez emblématique finalement d'une tendance très forte que vous connaissez déjà certainement de reconstruction, et qui, je voulais d'abord, avant d'entrer plus en détail dans ce cas, faire une petite distinction, parce qu'en allemand, finalement, il y a une distinction entre la reconstruction patrimoniale d'un bâtiment dont il ne reste que quelques vestiges. Alors je vais me hasarder à prononcer ce terme, Wiederaufbau. Donc ça, c'est ce qui caractérise par exemple le cas de Dresde, dont il restait effectivement quelques vestiges in situ, et qu'on a essayé de réintégrer dans l'ouvrage reconstruit. Et l'autre attitude, en fait, celle qui m'intéresse ce soir, c'est la question de la reconstruction de bâtiments dont il ne reste rien et dont les sources ne sont pas sûres ni bien documentées. Et là, on utilise effectivement en allemand le terme reconstruction, qui est en fait une importation finalement du terme français. Alors le cas de Potsdam, finalement,
assez complexe, très complexe. Il est complexe aussi par son échelle. On a affaire à différents types de reconstruction à l'échelle d'un quartier, même d'une ville. Là, pour ce soir, je vais me concentrer vraiment sur le secteur de l'Altermarkt, qui jouxte en fait la rivière Havel. Et donc, je rappelle que Potsdam est situé au sud-ouest de Berlin, à quelques kilomètres de Berlin, et qu'il fut un des hauts lieux finalement de l'Allemagne prussienne. Et c'est d'ailleurs à ce titre que une bonne partie de la ville de Potsdam est inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Alors, le secteur qui m'intéresse est donc celui-ci, c'est une sorte de quadrilatère très restreint finalement, et qui a vu très récemment donc la reconstruction d'un bâtiment à cet emplacement ici, qui est l'ancien château municipal, l'ancien palais municipal de Potsdam, qui a été détruit en 1945 par les bombardements anglais et puis par les pilonnages de l'armée rouge. Donc ce palais en fait qui occupait l'emplacement de cette pelouse ici n'a pas été le seul bâtiment à être détruit dans ce secteur, l'hôtel de ville également, cette église de la garnison ici aussi, et puis tout un îlot, plusieurs îlots, même celui-ci et celui-ci, ont été progressivement soit restaurés, soit reconstruits plus ou moins à l'identique, soit complètement rasés et remplacés par des bâtiments modernistes, ou au contraire, on a eu à faire une table rase pour ce qui concerne le château. Alors, l'ancien hôtel de ville, construit au milieu du XVIIIe siècle, il a subi un traitement en trompe-l'œil, c'est-à-dire que la partie ici qui donne sur la place a été reproduite à l'identique, et à l'arrière, en fait, on a un bâtiment moderniste incrusté en fait à l'arrière du bâtiment. Donc ça donne déjà une idée des attitudes des architectes face à ces vestiges, déjà dans les années 70. L'église de Schinkel, qui donc est ici, a été restaurée en plusieurs phases, dont une assez récemment d'ailleurs. Elle a retrouvé sa silhouette néoclassique. En fait, c'est peut-être un des seuls bâtiments qui a retrouvé à peu près son aspect d'origine. Et puis, quant aux ruines du château municipal, finalement, elles ont été dynamitées en 1960, après 15 ans de débat. Ça fait penser d'ailleurs au débat sur les Tuileries. Il s'est passé exactement la même chose. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la manière de réemployer les ruines, et dont il restait pourtant 80%. Donc le site a été remblayé, et il demeura à l'état d'esplanade jusque dans les années 80, quand un projet de construction de théâtre sur le site de l'ancien château a fait l'objet d'une opposition très forte de la part des habitants. On en voit ici le chantier, et en fait on a eu affaire à une déconstruction en fait de ce qui avait déjà été construit du théâtre, et un nouveau statu quo en fait sur l'aménagement de ce secteur. Alors la problématique de la reconstruction du château, elle émerge dans les années 90, à la fin des années 90, en raison du mal logement, on peut dire du fait que le Parlement régional du Land de Brandebourg était très mal logé dans des bâtiments qui avaient successivement abrité une école militaire, les archives du Reich, puis la maison du parti sous la RDA. Autant dire un bâtiment très connoté, un peu trop sans doute. Et donc le Parlement du Land de Brandebourg cherchait à s'installer dans un nouveau bâtiment. Plusieurs hypothèses ont été formulées, et finalement le consensus a été assez général sur l'idée d'une reconstruction dans ce secteur de Potsdam. Et au départ, on ne pensait pas forcément reconstruire le château d'ailleurs, on pensait simplement faire un bâtiment moderne. Et vous allez voir qu'en fait, le fait de vouloir reconstruire le château à l'identique a été surtout le fait d'un milliardaire allemand.
Voilà, donc les ruines de ce qui restait du palais municipal, du château municipal. Et donc en 2005, le Parlement a validé le principe de construction du nouveau siège du Parlement à l'emplacement de l'ancien château. Et cette décision a été approuvée dans la foulée par un référendum local. Je souligne ce fait-là, puisque c'est comme ça finalement que le Parlement a légitimé ce projet en associant étroitement les citoyens de Potsdam. Et dans le cadre d'un partenariat public-privé, cette mission de conception-réalisation fut confiée à Royal BAM Group, associé à l'allemand Peter Kuhlka, qui avait déjà construit un autre parlement à Dresde d'ailleurs, le parlement de Saxe. Alors ce camouflage historiciste qui intègre des centaines de fragments lapidaires du château, qui avaient été prélevés sur les ruines et puis éventuellement conservés ou réemployés même sur d'autres bâtiments, il a pu être mis en œuvre grâce à la donation de 20 millions d'euros. Voilà à quoi ressemble le bâtiment aujourd'hui. Une donation de 20 millions d'euros du milliardaire allemand Hasso Plattner. Alors Hasso Plattner, c'est un transfuge d'IBM qui est devenu un géant de l'informatique en Allemagne, qui a fait fortune avec des logiciels de gestion, de comptabilité et de maintenance. Et en fait, il s'est simplement offert donc la possibilité de donner, de donner un habillage de historiciste à ce Parlement du Land de Brandebourg. Alors Plattner ne s'est pas arrêté ici, il a obtenu la reconstruction à l'identique du château, en trompe-l'œil évidemment. Tout le bâtiment à l'intérieur est complètement contemporain, sauf les façades extérieures et sur la cour. Et il a complété son œuvre de philanthropie, si on peut dire, en finançant, toujours via sa fondation, les couvertures en cuivre du Parlement. Et il a obtenu aussi de la municipalité la reconstruction d'un palais, le palais Barberini, qui était en fait un caprice de Frédéric II de Prusse dans le goût néo-baroque et qui a été aussi détruit en 1945. Donc ce musée, ce palais Barberini, dont vous voyez ici la simulation 3D, est aujourd'hui construit et en fait il a été conçu pour et par Hasso Plattner pour abriter sa collection privée d'art contemporain allemand de l'ex-RDA. Donc finalement, ce bâtiment symbolise la réussite sociale, l'ascension sociale d'Hasso Plattner et constitue un monument à lui-même, d'une certaine manière. Alors ce nouveau musée Barberini, conçu par Thomas Albrecht, il constitue en fait le clou de la réurbanisation d'un îlot entier qui borde la place de l'Altermarkt et qui a été essentiellement orchestré par des promoteurs privés, notamment Prinz von Preußen et Condor Wessels. Alors voici en pointillé rouge la délimitation de ce secteur de l'îlot concerné par les reconstructions. Le musée Barberini vient prendre place ici et tout ce pâté de maisons-là a été entièrement reconstruit et vous allez le voir avec quelques surprises, notamment la reproduction à l'identique des façades d'anciens palais, d'anciens caprices également, néo-renaissance. Les trois maisons que vous voyez ici, les trois immeubles, en fait, reprennent les façades principales et le gabarit des palais Pompei et Chiericcati, détruits en 1945 également. Donc, les palais Barberini, Pompei et Chiericcati constituent finalement une mise en abîme de la copie architecturale. On a affaire à des reproductions à l'identique de bâtiments qui étaient déjà eux-mêmes des pastiches, puisque finalement ces trois bâtiments étaient respectivement des pastiches de palais construits par Carlo Maderno et Francesco Borromini à Rome, ou par Michele San Micheli à Vérone, ou encore par Andrea Palladio à Vicence. Donc finalement, on a une reproduction à l'identique au carré, on peut dire, avec ces projets commerciaux
qui ont évidemment vocation à abriter des appartements de luxe, des restaurants, des boutiques, mais certainement pas de vocation culturelle. Alors ça, c'est le côté pile, côté place, et côté rivière. En fait, on a affaire à une architecture pseudo-historiciste, dans le goût plutôt postmoderne, qui est, pour moi en tout cas, très influencée par la doctrine du New Urbanism, qui finalement devient fatalement une des doctrines dominantes en fait, dans le monde de la théorie de l'urbanisme et de l'architecture aujourd'hui. Alors, cette architecture d'accompagnement, finalement, elle gagne l'ensemble du secteur, puisque le bâtiment qui est situé en haut ici, qui abrite la faculté des sciences appliquées de Potsdam, va être démoli cette année. Donc, c'est un projet qui a été construit dans les années 70 et qui est aujourd'hui dans un état très dégradé, puisqu'il n'a sûrement jamais été entretenu véritablement, et mal aimé. Et donc ce bâtiment va être détruit pour laisser place à une opération où finalement certains bâtiments seront reconstruits à l'identique, et les bâtiments d'angle et les bâtiments intermédiaires dans un style d'architecture d'accompagnement pseudo-historiciste. Alors, la question de la polémique liée en fait à la démolition de ce bâtiment brutaliste, elle a mené en fait à une initiative citoyenne de rachat pour 6 millions d'euros de ce bâtiment pour le transformer en maison de la communauté urbaine. Et cette proposition a été évidemment refusée par la municipalité parce que finalement l'opération de lotissement était déjà bien avancée, enfin en tout cas sur le papier. Ça n'a pas empêché en tout cas certains particuliers de réserver des fragments. Donc on est dans la fétichisation de l'architecture contemporaine, des fragments de structures de façade en nid d'abeilles qui sont déjà réservés pour la faculté des sciences appliquées, ironiquement, et également pour les différents musées de Potsdam et les collectionneurs. Alors voici l'état en 2014 de ce secteur. À gauche, ici, quand on rentrait sur la place, on a encore d'ailleurs ce bâtiment brutaliste, le palais reconstruit à droite, les bâtiments qui avaient déjà été reconstruits après-guerre, et on a l'impression finalement d'un contraste, d'un anachronisme architectural, et même d'une uchronie architecturale, dans le sens où on a l'impression que le sens de l'histoire s'est inversé. C'est-à-dire que la ruine n'est pas celle qu'on pourrait imaginer. Enfin, le bâtiment en ruine, en fait, est le bâtiment contemporain, et le bâtiment neuf est le bâtiment historique. Et finalement, on se pose la question en rentrant sur cette place, et on a l'impression que finalement la RDA et la Deuxième Guerre mondiale n'ont jamais existé. Donc c'est une manière de nier finalement l'existence de ces événements et finalement d'engager une réécriture sélective aussi du paysage urbain, en effaçant progressivement toutes les traces d'une histoire un peu trop compliquée à assimiler et à assumer. Alors, au lendemain de la chute du mur de Berlin, cet héritage, effectivement, entrave l'identification de la nation allemande et des habitants de la nouvelle région de Brandebourg, et finalement empêche l'identification de cette région au glorieux passé prussien. Et cette identification, elle commence avec, cette refondation idéologique même, elle commence avec le transfert en 1991 de la dépouille du roi Frédéric II de Prusse à Potsdam, et la célébration en 1994 du 250e anniversaire de la construction du château de Sanssouci. Et dès 1990, donc les palais de Berlin et de Potsdam, liés au passé prussien, sont classés, enfin en tout cas inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Donc cette inscription sur la liste du patrimoine mondial, je fais l'hypothèse qu'elle a accéléré en fait ce processus de reconfiguration sélective de la ville, du patrimoine architectural de Potsdam, et qu'elle a finalement entraîné
une sorte de point de non-retour vers la transformation de cette ville en gigantesque parc à thème historique. Et je fais l'hypothèse aussi, mais qui est aussi documentée par les sources que j'ai pu voir, que finalement la ville envisagerait d'étendre le périmètre d'inscription à l'UNESCO au secteur en reconstruction, donc que je vous ai montré. Donc, ce qui serait quand même un sacré pied de nez aux doctrines patrimoniales et à la position que défend l'UNESCO. On verra si ça marche. Alors, ce rapport de force défavorable, a priori, à l'architecture moderne, semble toutefois s'inverser, s'équilibrer. En tout cas, récemment, la tour de l'Inter-Hôtel, l'ancienne Inter-Hôtel, construite sous la RDA, est maintenant juste en face du château, était menacée de démolition il y a encore quelques années. Et finalement, oui, la municipalité avait prévu de la racheter pour la démolir. Et Hasso-Plattner, toujours lui, se voyait déjà remplacer la tour par un musée flambant neuf. Et finalement, donc, un mouvement citoyen s'est mis en place et a abouti finalement à une prise de conscience collective de l'importance de ce bâtiment signal dans la ville. Et le vote du budget participatif 2015-2016 a mis en évidence le refus de la démolition de la tour. Donc il y a quand même, malgré tout, effectivement, une prise de conscience un peu tardive, mais de l'importance de ce patrimoine moderne dans la ville de Potsdam, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs à Berlin. Et je voulais terminer donc mon évocation du cas de Potsdam par cette citation. Ceci n'est pas un château, en lettres d'or sur la façade du nouveau château de Potsdam, et qui pour moi est une manière très humoristique finalement de prendre de la distance par rapport à toute cette tendance de la reconstruction à l'identique, et finalement aussi un moyen de se dédouaner de ce problème éthique. Alors le cas de Berlin, je ne sais pas si Frédéric Didier veut réagir. Le cas de Potsdam et le cas de l'Allemagne ne peut pas se transposer évidemment à la France parce que c'est une histoire particulière, et ce que disait Julien est évident, c'est-à-dire cette négation de l'omniprésence de la RDA est évidemment quelque chose qui est au cœur du débat et qu'on ne peut pas comprendre si on ne se met pas à la place des citoyens allemands. Hein. Alors autrement, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si on se place à l'échelle de la ville, il ne faut pas présenter ça comme étant une volonté de refaire la ville à l'identique, entre guillemets, de la ville ancienne. Nous sommes sur des tout petits cœurs par rapport à une échelle de ville, vous l'avez vu dans les vues générales, où on cherche en fait à recréer une sorte d'ancrage à l'histoire qui a été volontairement éradiqué par non seulement la guerre, mais également le régime communiste extrêmement dur de la RDA. Donc je crois qu'il faudrait quand même replacer ça dans ce contexte d'échelle. Et le fait que maintenant on arrive à dire qu'on va maintenir la tour, c'est parce que quelque part on peut imaginer aussi que cet îlot-là, ce petit centre tel qu'il a été entre guillemets recréé, commence à suffire dans une espèce de symbolique, si vous voulez, de l'ancrage à l'histoire. Et il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait ces mouvements de balancier. Alors, chacun peut en penser ce qu'il en veut. Je pense quand même que la démonstration est assez claire et que on aura beau dire, on ne peut pas non plus parler de perte d'immortels chefs-d'œuvre de l'histoire de l'architecture contemporaine, et qui sont en plus des chefs-d'œuvre, entre guillemets, quand bien même on les considérait, qui étaient relativement répétitifs. Donc on a quand même... et ce qu'il faut peut-être plutôt se poser, c'est la question de la critique du modèle de l'architecture contemporaine telle qu'elle a été assénée sans aucune participation citoyenne pendant tout le XXe siècle, et en particulier dans ces dictatures qui ont, justement, on parle d'architecture brutaliste, je veux dire que je vous invite à y vivre. Alors tout le monde est tout à fait d'accord pour que ce soit l'autre qui y vive, hein, mais de même qu'on est tout à fait d'accord pour que les gens conservent les ruines, à condition que ce ne soit pas chez soi.
Et je crois qu'il faut aussi se poser cette question d'un certain mal-être par rapport à des éléments qui sont là. On ne dérogerait pas. Ce centre-ville de Potsdam, il ressemble plutôt à Sarcelles. Hein. Donc, sauf que Sarcelles n'avait pas tellement d'histoire, alors que là, il y en avait une qui a été volontairement masquée. Donc, il y a évidemment une amélioration dans l'image et dans la convivialité. Et donc, qu'après, on juge tel ou tel détail sur le fait qu'il soit factice. Alors, ce qui est amusant aussi dans le discours, c'est que tout d'un coup, parce que il y a des intérêts, entre guillemets, mercantiles et du privé, ce serait moins bien. Et comme si l'État était le seul garant au niveau patrimonial. Je pense qu'il y a aussi là quelque chose, une sorte de digue qui n'est peut-être qu'une construction de l'esprit. Et je ne suis pas sûr, de toute façon, que quand bien même ce monsieur, je ne sais plus comment s'appelle-t-il, ce milliardaire Assaut-Plattner a fait, il n'a pas non plus, je veux dire, il ne s'est pas délivré à lui-même le permis de construire. Donc il y a quand même, l'Allemagne est quand même un pays avec une forte démocratie organisée, et donc on ne laisse pas tout à fait les choses se faire sans que l'autorité compétente fasse son rôle de régulateur. Donc je crois qu'il y a une notion comment dirais-je, de tenue de ça et de collaboration qui n'est peut-être pas forcément une opposition. Et donc, encore une fois, cette espèce de pragmatisme à l'allemande tel qu'il est vécu ici peut ne pas nous satisfaire, nous, en tant que Français. Chaque pays a peut-être son génie, mais je ne crois pas qu'il faille ostraciser. Et en même temps, il y a un énorme désir si vous voulez, de retisser des liens sur une histoire qui est extrêmement douloureuse. Hein, et il faut quand même en être conscient et voir un petit peu, avant de juger, quels sont les enjeux du quotidien dans ce genre de choses. Et encore une fois, à l'échelle de la ville, c'est tout petit. Et c'est exactement le même phénomène qui se passe à Berlin. On le vit très mal parce qu'on a tendance à transposer. Une ville comme Paris est une ville qui n'a pas été détruite. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on le recontextualise par rapport à ce que nous vivons, je veux dire, alors que des villes comme Berlin ont été pratiquement intégralement détruites. Une ville comme Cologne, des villes comme Dresde. Donc ce déracinement, il est profond. C'est un cri. Et je pense qu'on n'a pas le droit, si vous voulez, de ne pas l'écouter. Et il me paraît parfaitement légitime. Après, les moyens qu'il prend pour s'exprimer peuvent être discutés. Mais je pense que la délégitimation de cela, comme si c'était du rabais, et en plus, c'est une façon d'écrire l'histoire. Je veux dire qu'on sait quand même depuis assez longtemps qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. Donc le fait de ces retours en arrière est un cycle historique en lui-même, et qui, je suis persuadé, sera dans 30, 40, 50 ou 100 ans étudié avec le même intérêt que l'éclectisme, l'historicisme au XIXe siècle, que le néoclassicisme par rapport au classicisme. Après tout, la Renaissance n'est jamais qu'un recommencement et un renouveau d'un vocabulaire qui était un vocabulaire qui avait été oublié pendant des siècles. Si on parle de grands cycles, on a presque, j'allais dire, rien de nouveau sous le soleil. Et donc on est dans une remise en question, par contre, très profonde et qui est douloureuse et qui est normale. Il est normal que les gens se battent contre ça, qui est une vraie crise de confiance dans la vocation de l'architecture et de l'urbanisme contemporain, enfin dit contemporain ou dit moderne, à faire le bonheur de l'humanité. Et ça, je pense que c'est plutôt le questionnement qu'il faudrait se poser quand on voit ce qui se passe par rapport à ce que nous laissent les générations précédentes. Je ne sais pas si des gens dans la salle veulent intervenir. Oui, non. Ce qui est certain, c'est qu'on constate quand même, dans l'ensemble, dans beaucoup de cas que je vais présenter, un certain désenchantement à la fois des décideurs, de la population, des architectes, face à l'héritage finalement du legs de l'architecture moderniste, hérité de la Charte d'Athènes.
et que ce besoin de réenchantement, il passe aussi par un retour à du pittoresque, à des architectures qui font davantage sens et qui sont à échelle humaine. Mais effectivement, il y a un paradoxe assez que je voudrais souligner, et qu'ont souligné d'ailleurs plusieurs chercheurs depuis les années 80, c'est le fait que le grand public, on oublie souvent le grand public, mais il est souvent capable de distinguer une architecture pseudo-historiciste d'une architecture authentiquement historique, mais malgré tout, il plébiscite largement le pittoresque engendré par la reconstruction ou les pastiches au détriment de l'architecture contemporaine. Donc il y a quand même la question de l'émotion esthétique, aussi de l'expérience de la ville en elle-même qui est en jeu et qui finalement est au cœur de ces préoccupations-là. Et je pense pas seulement propre finalement à la situation allemande, mais aussi à la situation même française, voire dans d'autres pays. Voilà, je voulais enchaîner avec le cas de Berlin, sinon on va prendre un peu de retard. Alors, donc les similitudes entre Potsdam et Berlin sont assez nombreuses finalement. On a aussi affaire à une recomposition urbaine de grande ampleur à partir de l'île des musées au centre de Berlin. Et donc il y a une forêt de grues quand on se balade à Berlin actuellement. Il y a toujours une forêt de grues dans ce secteur-là. Et ces chantiers de restauration et de reconstruction à l'identique, pour la plupart d'ailleurs, trahissent finalement un urbanisme rétrospectif. Alors j'emprunte ce terme à Gilles Duhem. Et moi j'irais même jusqu'à dire un urbanisme expiatoire, basé sur la compensation et la réparation. Et cet urbanisme-là dénote aussi une attitude schizophrénique à l'égard de l'héritage de la RDA depuis la réunification. Et cette attitude schizophrénique, elle est aussi soulignée par les historiens de l'architecture allemands qui pensent qu'en fait une bonne partie de la classe politique allemande est traumatisée, en fait, a été traumatisée par le mur de Berlin et par la séparation des Allemagnes. Donc cette reconstruction du cœur de Berlin autour du château municipal, qui a été lui aussi bombardé au même moment, en 1944 et 1945, et rasé, enfin dynamité en 1951, elle a été prise, elle a été prise aussi dans l'idée de redonner du sens à ce cœur de Berlin, qui formait comme un système urbain autour des pôles symboliques majeurs de la vie, donc le pôle politique, le pôle religieux, le pôle économique, le pôle militaire. Et ces quatre pôles s'organisaient autour du jardin du château, le Lustgarten, qui a été, qui a été pavé en fait pendant le régime, sous le régime nazi, pour devenir une place de défilé. Alors, sous la RDA, après la dynamitation du château, on a construit donc le fameux Palais de la République. Ce Palais de la République construit par une équipe d'architectes et qui délimitait avec le Conseil d'État la place Marx-Engels, qui est devenue le nouveau cœur symbolique de Berlin-Est. Et moins d'un an après la chute du mur, finalement, la fermeture du Palais de la République en 1990, en raison d'une contamination à l'amiante, a ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés les défenseurs de la reconstruction du château. Et ce qui est intéressant, en tout cas à Berlin, c'est l'ampleur inédite du recours à l'architecture éphémère et à la tradition du trompe-l'œil architectural comme outil de communication d'influence, de lobbying, de persuasion indirecte à la fois du grand public, mais aussi du champ politique. Et c'est les deux artisans, en tout cas, de cette politique de la persuasion par le trompe-l'œil architectural sont Frank Augustin et Gerd Peschken. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Et ces deux personnes, donc l'un, Gerd Peschken, historien de l'architecture, Frank Augustin, architecte, des fins connaisseurs aussi d'Andreas Schlüter, donc l'architecte du château municipal, et de Schinkel,
d'autre part. Donc ces deux personnalités se sont alliées pour imaginer un dispositif de trompe-l'œil financé par la Société du Château de Berlin, créée en 1991. Et un premier projet donc, a vu le jour en 1991 pour simuler, en s'adossant finalement avec un jeu de miroir, en s'adossant sur le palais de la République, l'intégralité de l'ancien château disparu. Alors, ce premier trompe-l'œil a été sponsorisé par Thyssen, une filiale du groupe Thyssen-Hunbeck, une filiale du groupe Thyssen dédiée à la construction d'échafaudages, ça ne s'invente pas. Et donc ce premier dispositif a été suivi l'année suivante par un second, un peu plus ambitieux. Et à la manœuvre était une autre personnalité, un homme d'affaires, Wilhelm van Bodien, qui lui vient plutôt du monde de la construction de machines agricoles et qui était cependant lié à la Société des Amis des Châteaux et Jardins Prussiens. Alors on voit aussi le rôle des sociétés savantes, c'est le cas aussi pour les Tuileries notamment, le rôle des sociétés savantes dans l'initiative de ces projets. Et donc Wilhelm van Bodien récupère le projet des deux personnes que je vous ai citées précédemment et essaye de faire basculer définitivement l'opinion vers le consensus pour la reconstruction. Il imagine un nouveau trompe-l'œil avec des bâches peintes par une artiste française, Catherine Pfeff, spécialisée dans les bâches peintes. Et ce nouveau trompe-l'œil est accroché aussi à des échafaudages, mais accompagné aussi de dispositifs éphémères, d'expositions, de publications et de conférences. Donc tout un système de communication qui s'organise autour de ce projet et qui contribue à influencer la sphère politique. Et finalement, toute cette stratégie de communication va infuser dans la sphère politique et aboutir, une dizaine d'années après à peine, à un relatif consensus politique autour du principe de cette reconstruction. L'État fédéral et le Land de Berlin firent appel en 2000 à une commission d'experts internationaux, et cette commission, 2 ans plus tard, recommanda la reconstruction partielle du château avec ses 3 façades extérieures baroques et la petite cour conçue par Andreas Schlüter. Et cette recommandation a été reprise ensuite et adoptée à une large majorité par le Parlement allemand fédéral en 2002. Donc ce projet, comme à Potsdam d'ailleurs, a été validé démocratiquement à partir de débats bien antérieurs et sur la base aussi d'un programme ambitieux qui prévoyait le regroupement de des collections extra-européennes des musées d'État de Berlin, d'un centre de recherche de l'université Humboldt et de plusieurs bibliothèques. Donc ce projet intègre malgré tout une dimension contemporaine, la façade nord du palais, certaines cours intérieures et l'intérieur du palais finalement sont contemporains comme à Potsdam. On a affaire à du plaquage, à une façade entièrement plaquée sur la structure béton. Donc parallèlement au désamiantage, donc on pouvait lire à proximité du chantier un tag sur un pan de mur, la RDA n'a jamais existé, ce qui est assez finalement emblématique de ce projet. Une visite de la Humboldt Box, donc cette petite maison de projet qui était installée juste à proximité du chantier, en fait est assez édifiante dans le sens où on peut observer les différentes tactiques de communication, les techniques de communication, à la fois visuelles, l'exposition de moulage, les plans reliefs, les maquettes interactives, et puis aussi même des distributeurs qui permettent d'acheter des pierres, d'avoir sa pierre gravée à son nom et de parrainer une pierre du château. Donc tout un business plan très bien organisé, très bien orchestré, des produits dérivés, le t-shirt du château, etc. Donc toute une économie en tout cas pour financer, en tout cas sachant que le projet était largement financé par les fonds publics, mais en tout cas pour essayer de rassembler aussi le grand public à travers le mécénat privé, individuel. De même qu'à Potsdam, on a
aussi envisagé, tester en tout cas la faisabilité de ces façades plaquées en grandeur nature, à échelle réelle, donc à proximité immédiate, ce qui aussi est une sorte de message subliminal aux passants, de rappeler la permanence de ce projet qui s'est étalé sur beaucoup d'années et qui est quasiment achevé maintenant. Donc ce projet en fait a contaminé également les abords en fait immédiats du château, de l'ancien château, et juste en face, donc sur la rive gauche de la Spree, la friche générée par la démolition en 1995 du ministère des Affaires étrangères de la RDA, donc encore une démolition de bâtiments de la RDA, doit laisser la place à la recréation de l'ancienne Schinkelplatz, initialement bordée au nord par la Alte Kommandantur, que vous avez ici sur la droite, et au sud, donc la Alte Kommandantur, je vais revenir là-dessus juste après, et par la Bauakademie, donc l'académie d'architecture construite par Schinkel, elle aussi démolie après la Seconde Guerre mondiale. Et donc de ces deux bâtiments repères, seul pour l'instant la Alte Kommandantur a été reconstruite pour abriter le siège social de Bertelsmann, donc la maison mère de M6, RTL, Prisma, etc. Et donc avec une architecture totalement trompe-l'œil, là encore, parce qu'elle s'est appuyée uniquement sur des photographies et quelques témoignages. On n'avait pas de plan du bâtiment d'origine. Quant à la Bauakademie, alors son sort a été un peu plus compliqué. Donc elle a été démolie en 1962. Et dès 2001, on a mis en place le même type de structure que pour le château, finalement, une sorte de trompe-l'œil permanent à partir d'échafaudages, soutenu par des échafaudages. Et ce trompe-l'œil a été renouvelé en 2013. Et finalement, ça a payé, puisque en 2016, au moment de la célébration des 175 ans de la mort de Schinkel, la commission du budget du Bundestag a débloqué une somme de 62 millions d'euros pour la reconstruction de ce bâtiment. Donc à partir de 2017, des forums de concertation ont été organisés sous la direction de la Fondation fédérale pour la culture du bâtiment, un concept un peu étrange, mais culture architecturale, je ne sais pas trop comment le traduire, au cours desquels donc, environ 200 participants ont discuté du contenu du futur bâtiment, l'objectif étant de réaliser une reconstruction de grande envergure de l'enveloppe, suivant la devise « aussi schinkelien que possible ». Alors, la ministre fédérale de la Construction, Barbara Hendricks, rien à voir avec la chanteuse, a déclaré « L'Académie reconstruite de Schinkel ne doit pas devenir une simple copie de l'original, mais doit être un laboratoire d'idées et une usine créative. Cela devrait réunir la science, l'art, la recherche, l'enseignement, la théorie, la pratique sous un même toit. » Voilà, donc l'idée c'est de créer un bâtiment à usage mixte, des usages plutôt publics comme des boutiques ou des salles d'exposition et des usages plutôt confidentiels comme des laboratoires, des ateliers ou des bureaux. Et donc les premiers locataires potentiels sont la Technische Universität de Berlin et le Goethe-Institut, donc voilà, des locataires plutôt crédibles. Et un quart du bâtiment doit être réservé à un usage commercial. Et cet usage commercial couvrira 50% des coûts de fonctionnement. Et là, la question des coûts de fonctionnement, finalement, elle est assez peu anticipée dans les projets de reconstruction français. On parle plutôt des coûts de construction, de reconstruction, mais pas forcément des coûts de fonctionnement. Voilà pour le cas allemand. Et je voulais terminer sur le fait qu'effectivement, de jeunes générations de chercheurs, d'historiens se penchent sur la question des reconstructions en Allemagne. Et voilà, j'évoquais Adrian van Boetelaar tout à l'heure, qui est entré en résistance contre ce qu'il appelle le culte de l'architecture trompe-l'œil, qu'il impute à une classe politique traumatisée par la construction du mur de Berlin. Et donc le pendant, finalement, serait Winfried Nerdinger,
qui a organisé à Munich en 2010 une énorme exposition sur l'art de la reconstruction et qui demeure à ce jour le principal défenseur en Allemagne de ce type de projet. Alors, je passe maintenant au cas français, sauf s'il y a des questions dans la salle sur ce cas berlinois. Je suis passé peut-être un peu rapidement, mais non. Oui ? Cette question d'architecture en trompe-l'œil. Parce que moi, je voudrais quand même qu'on se pose la question de savoir, dans une bonne ville comme Paris, qui n'a pas été détruite, comme on le disait tout à l'heure, combien il y a aujourd'hui d'architecture en trompe-l'œil ? Combien le façadisme a conduit à vider des immeubles qui ont des façades aujourd'hui anciennes, enfin en tout cas qui le paraissent, avec derrière toute autre chose. Et c'est une des grandes adaptations de l'architecture. Tout le quartier en fait haussmannien autour de l'opéra, par exemple, est entièrement fait de cela. On peut le regretter, bien entendu. C'est quelque chose contre lequel on peut et on doit lutter sans doute, parce que là, on démolit effectivement des substances patrimoniales. Mais il n'en demeure pas moins que finalement, cette dichotomie entre, je dirais, l'usage et l'ordonnance urbaine est quelque chose qui existe quand bien même on sort du cas de la reconstruction. Et que finalement, la demande sociale que nous voyons apparaître avec ces reconstructions, elle est une demande sociale d'ordonnance, de décor urbain, de convivialité, quelque part, de rapport à l'histoire dans la déambulation dans la ville, mais pas nécessairement dans ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Et c'est finalement quelque chose qui fait que nous sommes quand même dans un acte de création architecturale. Et donc, je crois qu'il faut le méditer parce que ces architectures dites en trompe-l'œil, elles existent même dans du, entre guillemets, vrai patrimoine. Et donc, nous ne sommes pas éloignés, en fait, des cas, entre guillemets, normaux que nous avons aujourd'hui dans la fabrique de la ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à peut-être un tout petit peu oublier. Et encore une fois, à l'échelle de la ville, c'est une toute petite fraction de la ville. Berlin est une ville gigantesque dans laquelle on a les reconstructions dites à l'identique touchent en fait un très petit centre et qui par contre a une portée symbolique extrêmement importante puisque tous les grands axes de la ville de Berlin convergeaient en fait sur le Palais Royal et qu'en perdant quelque part le point focal, et on aura l'occasion de revenir sur cette notion de point focal et d'acte générateur, on perd tout le sens. Et donc, quelque part, la reconstruction du château de Berlin doit se comprendre, là aussi, comme un geste d'urbanisme, avant même d'être un geste d'architecture. Et la question d'ailleurs du vieillissement est quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que finalement, on s'aperçoit que ces éléments-là qui viennent d'être reconstruits, dans 50 ans, seront à restaurer, et il est très intéressant de voir les reconstructions avec la restauration des reconstructions. Et je sais que, bon, ce n'était pas le propos ici, mais par exemple, quand vous allez à Varsovie, vous êtes maintenant dans la deuxième restauration, pratiquement, de la reconstruction de l'après-guerre, avec quelque part un phénomène de réauthentification, si vous voulez, de l'édifice reconstruit qui lui-même se restaure, qui est tout à fait singulier et qui mérite complètement d'être regardé de façon intrinsèque. En tout cas, il y a un vrai, si vous voulez, un vrai fil d'histoire qui se retisse et qui est tout à fait intéressant à examiner en se départissant de cette volonté que nous avons de dire, ben voilà, au-delà de la modernité, il doit y avoir de la surmodernité, il ne peut pas y avoir quelque chose qui soit en deçà de la modernité. Non, ça je pense que sincèrement, c'est un discours qui est finalement beaucoup trop univoque et qui est ce que réclame là le public, on le voit bien, c'est aussi de sortir de quelque chose qui est totalement uniforme. Et ce qui était l'expression, on le voit en Allemagne, d'un totalitarisme où la ville entière était soumise à une seule planification. Et donc, quelque part, on réintroduit par ces architectures historiques une sorte de désordre et de marquage qui vient en contrepoint. Vous avez lâché un mot qui a été assez peu employé par Julien Bastoin, qui est le terme d'urbanisme. Il me semble qu'à Paris, ce qui fonctionne dans le façadisme, c'est que l'urbanisme, l'enchaînement entre guillemets des espaces est tellement contraint que de toute façon, on n'a pas le nez sur chacune des façades ou des éléments qui
finalement construit cette unité. Ce qui est assez frappant, je trouve, à Potsdam, c'est qu'on a le sentiment, en tout cas ça nous est raconté comme une série de coups, et on voit ces coups se développer sur un espace effectivement assez restreint, dans lequel on a le sentiment qu'aucune opération d'urbanisme d'ensemble ne vient réintégrer cette conscience de refaire une urbanité à l'ancienne dans un espace plus vaste qui est comme il est. Donc on voit les éléments célibataires flotter d'une certaine manière et on n'a pas l'impression qu'on est dans la convivialité, d'autant que ce qu'on reconstitue, ce sont quand même des monuments iconiques. Donc, voilà. Enfin, c'est une question, non, mais l'urbanisme pose question dans ces opérations. Non, mais à Potsdam, vous êtes dans un élément qui est en cours. Et je veux dire, donc, la partie, je veux dire, d'îlot, c'est ce qu'a présenté Julien tout à l'heure, et qui revient. À Dresde, c'est le cas aussi. Mais on s'aperçoit qu'on est dans un urbanisme qui se redensifie, parce que vous étiez dans cet urbanisme moderne des années 60, qui était complètement distendu dans la ville, ou avec des éléments qui flottent complètement, et que là, ça flotte un tout petit peu moins, mais il se trouve que comme vous êtes uniquement dans des éléments qui sont pour l'instant épars, c'est vrai qu'il y a un côté pâté d'alouette qui est extrêmement gênant, et on se dit juste aujourd'hui qu'il faut trancher, il faut choisir, on ne peut pas rester éternellement avec, effectivement, sinon ça ressemble de plus en plus au plan voisin de Le Corbusier, c'est-à-dire des îlots déstructurés avec quelques monuments au milieu de on ne sait pas quoi. Mais ça, il faut savoir que c'est une ville en mutation encore et qu'elle est loin d'avoir terminé cette mutation. Ce qui est paradoxal, c'est que quelque part, vous appelez qu'on aille plus loin dans cette restitution. Dans le cas de Potsdam, il y a une planification. En fait, l'ensemble du quartier a été déjà planifié dans le cadre d'un partenariat public-privé. En fait, il y a déjà eu une répartition des lots bien en amont. Donc, j'ai peut-être donné l'impression contraire, mais en tout cas, il y a cette planification qui est prévue dès le départ, mais qui n'inclut pas la fameuse tour dont j'ai parlé à la fin, qui est un peu l'épine dans le pied de la municipalité. Mais au fond, sur quoi portent les débats en Allemagne? Est-ce que c'est uniquement sur l'éradication des monuments iconiques de la RDA, ou est-ce qu'il y a un problème de fond sur l'expérience, en effet, historique, esthétique, etc. Il y a vraiment cette nécessité de rompre avec la rigidité, l'austérité de l'urbanisme hérité de la RDA, et de revenir à des formes des formes d'expérience de la ville beaucoup plus pittoresques, surprenantes, humaines. Donc effectivement, on peut faire le constat de l'échec finalement de cet urbanisme planifié d'après-guerre, qui est aussi d'ailleurs remis en question même en France. J'ai vu à Caen par exemple très récemment, il y avait des débats sur l'éventualité de la démolition de maisons, d'ensembles reconstruits immédiatement après-guerre, pour refaire des maisons qui reproduisent les maisons d'avant-guerre. Donc ça commence aussi à contaminer certaines zones en France. En tout cas, je n'ai pas parlé de Francfort, mais à Francfort, cette dynamique-là, elle est aussi très présente. Il y a des parties de cœur de ville qui sont en train d'être reconstruites dans un esprit totalement un peu comme ce qui s'est fait à Berlin, d'ailleurs, juste à côté de l'Alexanderplatz. Donc des quartiers, vraiment des îlots comme ça, de pittoresques au milieu de quartiers reconstruits. Donc on va avoir des sortes de contrastes, voilà. Je vais accélérer, du coup, passer au cas français, notamment au cas des Tuileries. Alors ce dernier projet de reconstruction du Palais des Tuileries, parce qu'il y a une longue lignée de projets depuis la fin du XIXe siècle, s'est inscrit celui-ci dans un courant historiographique de réhabilitation du Second Empire français. Et je pense que l'un des coups d'envoi en fait, de cette réhabilitation a été la publication par Philippe Séguin en 90 d'une biographie intitulée Louis-Napoléon le Grand, donc consacré à Napoléon III, ce qui était en fait le dernier à avoir résidé au Palais des Tuileries. Et dès 1994, au moment où Séguin est président de l'Assemblée nationale,
Alain Boumier, donc un ingénieur des travaux publics à la retraite, collectionneur et président de l'Académie du Second Empire, encore une société savante, donc va voir Philippe Séguin et lui propose donc l'idée d'une reconstruction des Tuileries à l'identique. Donc ça faisait déjà une vingtaine d'années que Boumier militait pour la création d'un musée de l'histoire des palais du Louvre et des Tuileries. Et finalement, ce projet aussi s'inscrit dans un courant révisionniste dont l'événement emblématique serait le colloque « Pourquoi réhabiliter le Second Empire ?», organisé en 1997. Et donc, à partir de là, Boumier crée le Comité national pour la reconstruction des Tuileries en 2002, et dans l'objectif de répondre, comme il l'écrit en 2009, nous ressentons de plus en plus que cette initiative répond à une demande non exprimée des Français et de ceux qui aiment la France. Une demande non exprimée. Alors je m'interroge en fait sur la légitimité d'une telle initiative. Mais en tout cas, voilà, c'est un email qui avait été diffusé à l'ensemble des sympathisants du projet, et qui finalement est assez révélateur finalement du manque de légitimité que ce projet a connu jusqu'à la mort d'Alain Boumier. Le projet est mort finalement avec lui d'une certaine manière. Donc le comité national exerça dès 2002 donc un lobbying important sur les hommes politiques, surtout de droite, et chercha également à fabriquer de toutes pièces une légitimité populaire au projet en utilisant différents outils de communication, notamment le site internet, les réseaux sociaux, des reportages, des interviews à la télé, à la radio, dans la presse, en France comme à l'étranger, en organisant des colloques et des expositions, un peu le même arsenal de communication utilisé à Berlin. Et il s'est entouré de professeurs d'université, d'académiciens, de hauts fonctionnaires, de diplomates, des architectes en chef des monuments historiques, qui ont été, pour certains, réquisitionnés pour des colloques, notamment Frédéric Didier et Pierre-André Lablaude, ou encore le fameux Wilhelm von Bodien, dont je parlais tout à l'heure pour Berlin. Et donc la caution berlinoise a été utilisée pour les Tuileries, mais aussi pour Saint-Cloud, pour d'autres projets. Donc ce lobbying s'est avéré payant. Pardon, j'ai oublié de mentionner Eric Orsena, hein, je vais y revenir, mais ce lobbying s'avère payant puisque en 2006, un certain ministre de la Culture apporte une caution officielle au Comité national pour la reconstruction des Tuileries en entérinant la création d'une commission spéciale chargée d'évaluer la pertinence et la faisabilité du projet. Et cette commission était exclusivement composée de partisans du projet. Et parmi ces partisans, on trouvait notamment Éric Orsena, donc écrivain et membre de l'Académie française, mais Éric Orsena est aussi connu pour être le cofondateur de l'association Hermione Lafayette, dont le but était de reconstruire à l'identique la frégate l'Hermione. Mais aussi dans ce comité, on trouvait le banquier Antoine Bernheim, connu pour avoir aidé Bernard Arnault, Bolloré et Pinault à bâtir leurs empires. Alors, les arguments clés utilisés par les défenseurs de la reconstruction des Tuileries étaient autant architecturaux qu'urbanistiques. J'en viens à l'urbanisme. Ils considéraient que la partie occidentale de Paris, suivant l'axe historique, était devenue incompréhensible, c'est ce que disait Frédéric Didier tout à l'heure pour Berlin, était devenue incompréhensible sans la présence du palais des Tuileries. Et donc, il s'appuyait sur le fait que l'absence des Tuileries renforçait également le défaut de parallélisme des deux ailes du Louvre. Et en fait, ces arguments étaient ceux d'Haussmann, que Haussmann avait utilisé avant eux pour soutenir le projet de reconstruction des Tuileries dès les années 1870. Donc, ils reprennent mot pour mot les mêmes arguments. La reconstruction de l'aile des Tuileries et la recréation de la cour auraient amélioré à la fois la sécurité des lieux, tout en se prêtant idéalement à l'organisation d'événements culturels, tels que des spectacles historiques, un peu à la Puy du Fou. Et les milliers de mètres carrés ainsi créés auraient également permis le redéploiement des collections du Louvre et du Musée des Arts Décoratifs, l'aménagement d'espaces alloués pour les événements,
ainsi que d'une terrasse panoramique au sommet du pavillon central. Et on sait à quel point le fait d'avoir des points dominants dans une ville est primordial pour le tourisme, et Boumier l'avait bien compris. Alors Boumier voulait reconstruire le dernier état connu du palais, le dernier état historique connu du palais, donc celui immédiatement antérieur à l'incendie de 1871 pendant la Commune de Paris. Il écrivait en 2004 « Ne serait-ce pas la sagesse même de nous en tenir au même principe respectueux du concept originel, en décidant de restituer les Tuileries à l'identique, telles qu'elles étaient à la fin du Second Empire. En tout état de cause, la règle qui prévaut pour les monuments historiques est de restituer le dernier état antérieur, c'est-à-dire en l'occurrence avant l'incendie de mai 1871. » Alors le problème, plutôt un des avantages, un des atouts de Boumier, c'est qu'il existait une documentation écrite et iconographique très abondante, notamment des photographies du palais prises avant et après l'incendie du palais, et aussi beaucoup de pièces de mobilier, d'œuvres d'art, de sculptures, de vestiges de sculptures. Mais si on lit en détail le projet de reconstruction élaboré par Stéphane Millet, architecte, ingénieur et designer, qui est surtout connu d'ailleurs pour ses réhabilitations de théâtre ancien, on constate qu'il s'agissait d'utiliser des techniques de construction modernes, donc des voiles de béton, et de les camoufler derrière le traditionnel costume d'époque en pierre de taille, tout en limitant les reconstitutions d'intérieur à quelques salles, cages d'escalier et vestibules, pour les espaces muséographiques ou les espaces de réception à vocation commerciale. L'un des arguments mis en avant par Boumier était aussi que ce chantier aurait permis de revitaliser tout un secteur en péril, le secteur des entreprises spécialisées dans le patrimoine finalement, et donc de relancer l'exploitation de certaines carrières, de valoriser le savoir-faire des artisans français, ce qui finalement se défend tout à fait. Mais voilà, le problème, c'est que cette reconstitution de la façade ou de certains intérieurs aurait ajouté un coût supplémentaire à l'ensemble de la reconstruction, qui était estimé à 347 millions d'euros, et que Boumier finalement prévoyait de financer grâce au mécénat français et étranger pour éviter de peser sur les finances publiques. Ça aussi, c'est un grand argument des défenseurs des projets de reconstruction en France, c'est d'éviter de peser sur les fonds publics, les dépenses publiques, contrairement en Allemagne, et finalement d'autofinancer également le projet de reconstruction par les entrées des visiteurs. En fait, le chantier aurait été un chantier visitable, comme à Guédelon, finalement. Et ce chantier de Guédelon est encore un des modèles transposés ou potentiellement transposables pour la reconstruction du château de Saint-Cloud également. J'y reviendrai. Donc le dispositif juridique que Boumier imaginait, c'était une concession, donc un bail amphithéotique. Donc ça aurait supposé finalement que le terrain appartenant à l'État aurait abrité, en tout cas été le support d'un bâtiment privé qui serait revenu à l'État après 90 ans. Alors le problème, c'est que le bâtiment que Boumier voulait reconstruire était qualifié à l'époque donc de pot pourri, de rapetasserie, d'assemblage hétéroclite, de bâtiments d'époque et de styles différents, qu'il n'était absolument pas question de reconstruire. Donc, dès les premiers débats après l'incendie de 1871, on exclut quasiment d'emblée l'idée de reconstruire à l'identique, de restaurer en tout cas à l'identique le palais des Tuileries. Donc, un de ceux qui a été partie prenante du débat, Charles Garnier, qui était même chargé à un moment donné de concevoir un projet de reconstruction pour l'installation du musée du Luxembourg, musée d'art contemporain national, écrivait donc en 1881, c'est la citation complète, celle que Béatrice
à donner tout à l'heure. Laissez donc l'architecture se transformer en liberté, et si de regrettables événements amènent les destructions d'anciens édifices, ne vous croyez pas obligé de reproduire les œuvres qui ne s'adaptent plus à vos usages et à vos idées. Je comprends fort bien que l'on conserve, que l'on répare, et même le cas échéant, malgré mes réserves, que l'on copie une bonne chose, mais réellement, s'il fallait, sous prétexte d'antiquité, refaire à neuf de mauvaises productions, je ne vois guère les raisons qui militeraient en faveur de cette détermination. Je pense qu'il a assez bien résumé, finalement, le débat de ce soir, et qu'il faudrait méditer certainement cette réflexion, et aussi la mettre en perspective avec d'autres points de vue, notamment celui de César Daly, le critique d'architecture de l'époque, qui disait également que relever l'œuvre de Delorme avec les balafres et les ignobles chancres dont on l'avait affligé, la relever avec les verrues monstrueuses et les ailes démesurées qu'on y avait greffées, nous ne sommes pas de cet avis. Est-ce bien le cas de relever ces œuvres sans unité à coups de millions lorsqu'elles sont tombées et que le pays a tant besoin d'argent ? En fait, si je ne vous avais pas dit que c'était des phrases de Daly ou de Garnier, on aurait pu penser qu'elles étaient contemporaines. Alors, ce qui pointe par contre dans la citation de César Daly, c'est l'idée de revenir éventuellement à un état idéal, originel, et donc inachevé du projet de Delorme, ce qui a été en partie à un moment donné étudié par Charles Garnier d'ailleurs, mais absolument jamais par Alain Boumier dans les années 2000. Je passe rapidement et j'aborde le cas de Saint-Cloud, et puis je pense qu'on fera un petit débat ensuite. Le cas de Saint-Cloud est assez similaire finalement dans le fait que celui qui est à l'origine de ce projet est une personne, un individu, et non pas une collectivité, qu'il s'agit de Laurent Bouvet. Laurent Bouvet, c'est un ancien agent immobilier qui finalement a été formé en droit des affaires à Paris 2, Panthéon-Assas, et à l'Institut supérieur de gestion dans les années 80. Donc il n'a pas forcément, mis à part le fait qu'il soit agent immobilier, de contact privilégié avec l'architecture et l'urbanisme. Et finalement, lui, ce qu'il flaire en 2006, c'est plutôt la bonne opportunité. Il a entendu parler du projet de Guédelon, donc le chantier de Guédelon, de construction de ce château idéal, château médiéval idéal en Bourgogne. Et il a l'idée de transposer le modèle en région parisienne. Et pour ça, en fait, il fait le tour un peu des châteaux disparus de région parisienne et il tombe sur Saint-Cloud. Et il se dit, pourquoi pas, finalement, transposer le modèle Guédelon pour reconstruire le château de Saint-Cloud. Et il met en œuvre, il copie finalement les stratégies de communication d'Alain Boumier pour les Tuileries, il les reprend et les développe pour soutenir son projet. Et donc, il met en œuvre une stratégie de communication, de lobbying très importante, mais tous azimuts, c'est-à-dire du Front National jusqu'aux communistes, jusqu'à poser avec Jean-Marie Le Pen d'ailleurs sur son site, et obtient finalement le soutien aussi de personnalités, d'architectes. Donc je vais y revenir. Donc ce fameux chantier de Guédelon qui reste un modèle économique, en tout cas de chantier visitable pour les Tuileries comme pour Saint-Cloud. Le château d'origine, donc, qui est un château initialement bâti au XVIe siècle pour les Gondis, donc une famille florentine de banquiers florentins, pardon, et qui a ensuite été remodelé sous Louis XIV et les jardins aménagés par le nôtre, et qui avait été détruit donc à la fin du XIXe siècle, une première fois finalement par des bombardements français. Les Prussiens avaient fait de Saint-Cloud un de leurs quartiers généraux, et finalement les Prussiens n'ont pas fait grand-chose pour sauver le palais. C'est la version officieuse. Et finalement, après 20 ans de débat sur savoir ce qu'on allait faire des ruines, les ruines ont été rasées en 1892. Donc, comme les Tuileries finalement, donc 10 ans après les Tuileries. Alors, l'emprise de l'ancien château, elle est connue, les fondations existent encore. Et le fait que les fondations soient toujours là, finalement, légitime aussi en partie le projet de reconstruction, en tout cas pour Pierre-André Lablaude.
La stratégie de communication de Laurent Bouvet, donc c'est essentiellement être présent dans les médias, la presse, et d'utiliser au maximum les rendus 3D, les reconstitutions 3D qui ont pu être faites par des architectes, et notamment par un certain Philippe Lepareux, un historien de l'architecture. Et donc ces rendus 3D contribuent finalement à rendre crédible la possibilité d'une reconstruction. Ces articles sont ensuite récupérés par l'agence qui travaille avec Laurent Bouvet qui a travaillé avec Laurent Bouvet pour l'étude de faisabilité. Cette agence, c'est l'Atelier COS. Et l'Atelier COS, vous le connaissez peut-être finalement directement parce que c'est celui qui réhabilite l'hôtel Ritz et qui construit certains hôtels de la chaîne Cheval Blanc, donc des hôtels de luxe. Et ça ne vous surprendra pas si je vous dis que l'essentiel du programme donc de la réutilisation du projet de Saint-Cloud reconstruit serait évidemment un hôtel de luxe. Alors, parmi les soutiens de Laurent Bouvet, on peut citer notamment Laurent Méder, donc architecte du patrimoine, qui, dans sa lettre de soutien, rappelle aussi qu'il serait peut-être bon de réfléchir à la reconstruction des parcs et châteaux du XVIIe en Île-de-France, notamment Marly, Meudon, Sceaux et aussi les Tuileries. Et oui, Sceaux, il existe encore, mais en tout cas de mettre en valeur les parcs, je le cite, un plan général de mise en valeur des parcs et châteaux du XVIIe siècle. Voilà. Mais je pense qu'il a dû oublier que le château de Sceaux existait encore. D'autres soutiens non moins importants, celui du décorateur Jacques Garcia, qui a restauré le château du champ de bataille et recréé les jardins de ce château sur plusieurs décennies, et qui est un des décorateurs à soutenir le fait qu'il vaut mieux un décor qui soit faux mais qui sonne vrai plutôt que l'inverse. Alors, bon, évidemment, je vous parlais de communication tous azimuts. Il y a quelques ratés, évidemment. Voilà. Donc Laurent Bouvet a aussi ses entrées dans le gratin, dans le Gotha parisien, et notamment Massimo Gargia et Geneviève de Fontenay ont été des soutiens de taille pour le projet. Et donc Laurent Bouvet est à peu près, je pense, solitaire, assez seul finalement dans son initiative, malgré tous les soutiens affichés sur le site internet, les soutiens aristocratiques ou moins aristocratiques, politiques. Et il a un exemple de carte de vœux envoyée cette année aux parlementaires, conseillers départementaux, etc., pour essayer la piqûre de rappel annuelle, entre guillemets. Alors, le site, la page Facebook de l'association Reconstruisons le château de Saint-Cloud fait évidemment référence au cas berlinois et qui sert de modèle finalement à Laurent Bouvet. Il se dit, puisque ça se passe à Berlin, pourquoi ça ne se passerait pas ici, finalement ? Mais la réception en fait, de ce projet est assez négative dans la presse, en tout cas une certaine presse. Et certains auteurs, certains journalistes n'hésitent pas d'ailleurs à faire référence au fameux film Jurassic Park avec lequel j'ai commencé cette intervention. Parmi les autres soutiens, on trouve des Américains. Mitchell Cantor, un avocat new-yorkais qui est président de l'American Friends of the Château de Saint-Cloud. Et en fait, en faisant de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une association qui existait déjà depuis assez longtemps aux États-Unis qui militait pour la reconstruction du château de Saint-Cloud. Donc ça, c'est une des trouvailles depuis 1990. Oui. Je vais essayer d'accélérer. Donc voilà l'étude de faisabilité. Et puis, je passe à Versailles, donc assez rapidement. Donc le cas de la reconstruction de la grille royale à Versailles, et évidemment, là, je descends en termes d'envergure de projet. Je suis passé de l'échelle urbanistique, finalement, à des échelles plus architecturales. Et la question de la reconstruction de la grille royale de Versailles est
aussi ancienne finalement. J'ai retrouvé une évocation de cette reconstruction, en tout cas de la possibilité de reconstruire cette grille en 1978. Un des conservateurs du château, Daniel Meyer, évoquait la nécessité de rétablir les niveaux de cour, excusez-moi, il manque un X à niveau, les niveaux des cours du château, en particulier celui de la cour de marbre, de replacer la grille qui séparait la cour d'honneur de la cour royale en retirant la statue de Louis XIV, et de redorer les balcons et les plombs des toitures. Donc tout cela a été mis en œuvre, mais à partir finalement des années 2000. On voit ici donc la fameuse grille royale dans son état tout neuf en fait après 1682. Elle a été achevée en 1682. C'est la seconde grille à cet emplacement-là. Elle a été dessinée par Ardouin Mansart. Et cette grille, en fait, servait elle était la deuxième grille dans le parcours, en fait, d'accès au centre du château. Et donc on la voit ici vers l'est ou vers l'ouest, depuis les deux points de vue. Et cette grille a été partiellement démontée au XVIIIe siècle pour les besoins, en fait, de la transformation des deux ailes, ici, donc l'aile sud ici et l'aile nord, par Gabriel, l'architecte Gabriel. Et donc Gabriel avait fait démonter une partie de cette grille royale pour les besoins de la transformation de cette aile. Et puis la Révolution ayant interrompu ce projet, finalement, la grille a été entièrement démontée, déposée et jamais reconstruite. Malgré finalement la construction du pavillon symétrique au XIXe siècle, un pavillon symétrique de celui de Gabriel, le pavillon Dufour, dont on voit ici la démolition et ensuite la reconstruction. Et il était prévu évidemment de replacer cette grille, mais ça n'a jamais été fait. Alors je cite Frédéric Didier avec sa permission. La décision de rétablir la grille royale a été motivée par plusieurs raisons. D'abord, elle s'inscrit dans la politique générale de restauration menée au château de Versailles depuis maintenant plus d'un siècle, qui consiste à revenir, chaque fois que cela est possible, au dernier état historique connu d'Ancien Régime, privilégiant la présentation de la résidence royale. Donc cette reconstitution de la grille, elle prend place dans un projet beaucoup plus vaste de modernisation du château de Versailles, de réaménagement, de réaménagement des accès aussi au château, des flux de visiteurs. Et on voit ici donc quelques schémas qui permettent de comprendre l'évolution. Oui, j'accélère l'évolution du schéma d'accès, du parcours d'accès des visiteurs. Et donc cette grille royale devait permettre une fluidification des accès par les deux ailes finalement ici. Alors peut-être que donc la reconstitution de cette grille a été permise par le fait que les fouilles ont révélé les fondations des différentes grilles successives et par l'existence de sources graphiques parfois divergentes. Et que, là je vais reprendre la métaphore de l'ADN, mais certaines séquences d'ADN manquaient, il fallait reconstituer en fait cet ADN pour arriver à obtenir un résultat satisfaisant. Et donc, dans le film Jurassic Park, on prend de l'ADN de grenouille pour compléter celui des dinosaures. Ici, c'est pas de l'ADN de grenouille qu'on a pris, mais des exemples de grilles équivalentes en Île-de-France, notamment, si je ne me trompe pas, pour essayer d'arriver à un résultat à peu près crédible. Donc, on voit ici les élévations de cette nouvelle grille royale et voilà les détails de dessin. Et cette reconstruction a été permise aussi par un mécénat privé, celui du groupe Monnayeur, qui s'est offert donc pour les 100 ans de son existence. Finalement, c'était un très beau cadeau d'anniversaire de mettre 5 ou 6 millions d'euros sur la table et de financer la reconstruction de cette grille. On voit ici d'ailleurs donc, une capture du site de ce groupe. Et l'entreprise principale qui a œuvré dans la reconstruction de cette grille, c'est 3D Pierre. Donc on voit ici Frédéric Didier, d'ailleurs, en compagnie de Christine Albanel,
ancienne présidente de l'établissement public de Versailles, et donc pour la pose de la première pierre en 2006. Et soit dit en passant, 3D Pierre est aussi intervenu sur le projet de construction du château Louis XIV, ce fameux château qui vaut je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros, conçu par Pierre Bortolucci et qui a été construit à Louvciennes et qui est une réplique ou un pastiche de Vaux-le-Vicomte. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Versailles, c'est qu'en fait, cette recréation de la grille royale, elle s'inscrit aussi dans le temps long des transformations du château et finalement des réinventions de ce château au fil des décennies. Et une des personnes qui symbolise le plus en fait ces transformations, c'est Pierre de Nolhac, l'ancien conservateur du château, qui avait une position assez ambiguë finalement. Qui militait à la fois pour le retour à un état un peu idéal, une unité de style, et qui en même temps, de l'autre, critiquait certaines interventions des architectes sur le château. Et notamment, il dénonçait en 1934 les tentatives de reconstruction à l'identique de certaines parties du château. Ce qui est assez, de mettre en pendant cet article Versailles truqué, et ce qui a pu être fait à certaines époques au château de Versailles. Il est déjà assez tard. Il faut lui laisser le droit de réponse. Je vais lui laisser le droit de réponse, tout à fait. Il n'y a pas de question de droit de réponse. Je pense qu'on n'est pas du tout sur la même chose, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'une recréation ex nihilo. Le château de Versailles, il existe à 99%. La grille royale n'est jamais qu'une porte du château de Versailles. Alors si on prend l'objet grille royale, mais c'est comme de reconstituer, je dirais, un trumeau dans une pièce, parce que le trumeau manque, parce qu'on a vendu le miroir. Donc on n'est absolument pas dans une reconstruction ex nihilo de quoi que ce soit. Ce qu'on oublie de dire d'abord, c'est que il y avait les deux éléments qui auraient été les plus impossibles à reproduire, si vous voulez, à recréer. C'était les deux grandes statues monumentales de Coisevaux et de Tuby existaient toujours. Et donc, elles avaient été déplacées, on les a replacées à leur emplacement d'origine. Donc ça, ce sont des œuvres de création artistique qui sont absolument authentiques et restaurées à leur endroit d'origine. Et que, pour le reste, le parti, effectivement, nous avions une documentation extraordinairement précise, puisque lorsque Gabriel a démonté la grille royale, enfin la partie de grille royale qu'il a démontée, pour les besoins de son projet, c'était juste pour le temps du chantier de reconstruction, mais qui ne s'est jamais terminé. Donc, il avait fait un relevé extrêmement précis, coté, dont nous avons encore la minute aux archives nationales, pour en particulier toutes les implantations des murs qu'il était obligé de démolir, puisque, et c'est ça qui est très important, Gabriel avait prévu que la grille royale soit évidemment compatible avec son projet et que, sous réserve d'un léger remaniement, si vous voulez, puisque la façade de sa grille, de ses pavillons est avancée d'1 mètre par rapport aux anciens pavillons, la grille était maintenue en place. Voilà, donc le pavillon du four n'étant que la réplique du projet de Gabriel, il est certain que, et c'est une des critiques qui a été faite au projet, il n'y a jamais eu de coexistence entre le pavillon du four et la grille royale, et pour cause, puisque la grille royale avait disparu au moment où le pavillon du four a été construit, mais le pavillon du four n'est jamais que la réplique du pavillon de l'ordonnance de Gabriel. Il n'a pas en lui-même d'autonomie, si vous voulez, architecturale, et il est donc, et la grille étant gabriello-compatible, il n'y a pas du tout d'incohérence de ce point de vue. Après, si vous voulez, il y a la question du sens qui se pose. Et comme on le disait, le château de Versailles aujourd'hui est délibérément, et pas de mon fait, du fait de nos prédécesseurs, quelque chose dans lequel nous évoquons la résidence royale. Et or, la résidence royale, elle a disparu, si vous voulez, en 1799, le 6 octobre 1789, le roi et 1789, pardon, le roi et la cour quittent Versailles définitivement. C'est un château qui ne sera plus jamais habité, contrairement à Fontainebleau, à Compiègne, aux Tuileries, etc. Donc il y a vraiment une rupture qui va devenir progressivement un musée, et on assiste depuis effectivement Pierre de Nolhac, qui a été d'une parfaite hypocrisie quand, après sa retraite, il a commencé à critiquer
les choses, alors que lui-même avait été le parfait contempteur. Il se vante dans ses mémoires d'avoir détruit le musée Louis-Philippe de façon irréversible, en faisant exprès, ce qui est quand même un crime pour un conservateur, que les éléments soient irrémédiablement détruits pour qu'on ne puisse jamais les remonter. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il faut savoir exactement de quoi on parle. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans un état d'équilibre qui est obligatoirement un état hybride, entre guillemets, avec des apports de l'histoire, où le corps central est globalement un corps central plutôt d'Ancien Régime, et les ailes, avec les apports qui sont irréversibles faits par Louis-Philippe, sont maintenus. Et nous sommes en train de restaurer, par exemple, la salle du Sacre en ce moment, et il est hors de question de revenir au Salon des Marchands, à la salle des Cent-Suisses, pardon, d'Ancien Régime. Donc, la façon de remonter le temps n'est pas non plus gratuite, puisque cette grille royale a du sens et symbolique et pratique. Elle est la vraie entrée du château. La première grille, celle de l'avant-cour, est une grille perméable qui l'a de tout temps été. Et en plus, il faut savoir que nous rejoignons quand même, j'en suis désolé, l'urbanisme, dans la mesure où il faut savoir que le portail de la grille royale est l'élément générateur du tracé de la ville de Versailles. C'est-à-dire que c'est le point de départ du trident. À partir du moment où vous enlevez la grille royale, vous n'avez plus de point. Et c'est d'ailleurs pour ça que Louis-Philippe avait mis la statue de Louis XIV à cet endroit pour redonner un point focal. Sinon, les 3 avenues de Paris, de Sceaux et de Saint-Cloud butent sur le néant. Et donc, vous avez cette notion. La seule chose, c'est qu'il y a une notion qui est aussi très importante de composition architecturale, qui est à Versailles, la notion de vide dans l'axe, puisque c'est un immense axe qui fait 12 km dans lequel l'œil doit pouvoir, si vous voulez, circuler. Et que la statue de Louis XIV était une contradiction, si vous voulez, de ce point de vue, une sorte d'aberration qui contredisait complètement cette notion de vide dans l'axe. Et en plus, quand on était à la Chambre du Roi, l'idée que Louis XIV puisse voir tous les matins en se réveillant le cul de son cheval était quand même quelque chose d'assez particulier. Donc on a là aussi, si vous voulez, la question du sens, la question d'un système intellectuel, la question de la documentation et la question du pratique également, c'est-à-dire d'une fonctionnalité qui, par le projet que nous avons fait, on a à travers le rétablissement de la disposition d'Ancien Régime, qui est celle de l'intelligence architecturale du château, voulue par ses architectes. Donc que ce soit Mansart ou que ce soit Gabriel, on a trouvé la réponse aux besoins contemporains, c'est-à-dire qu'on s'est contenté finalement de terminer le projet qui avait été celui initié par Gabriel. Aujourd'hui, le public entre par les 2 grands pavillons à colonnes qui étaient conçus par Gabriel pour être les 2 grandes entrées publiques du château sous l'Ancien Régime, chose qui n'a jamais existé puisque le projet n'a jamais été terminé. Donc quelque part, à travers une expression qui, à l'intérieur, est contemporaine, si vous voulez, avec ce qu'a fait Dominique Perrault à l'intérieur du pavillon du Four et de la Vieillelle, nous avons une intelligence, si vous voulez, de la perception spatiale et qui répond en fait à un usage aujourd'hui du château qui n'est pas fort différent finalement de l'usage de l'Ancien Régime, puisque je rappelle que le château de Versailles a de tout temps été ouvert au public et que c'était à l'époque certainement le monument le plus visité de France, puisque n'importe qui pouvait venir voir le roi et qu'il y avait des milliers de visiteurs qui venaient chaque année dans ce lieu qui était conçu pour recevoir, où la personne royale se donnait à voir. Donc il y a dans ce projet, je dirais, toutes sortes de légitimités. Après, on peut en penser ce que l'on veut. Ce que je pense, moi, fondamentalement aussi, c'est que lorsque on se lance dans une reconstruction dite, entre guillemets, identique, dans ce que j'appelle une restitution, c'est-à-dire rendre à, il faut d'abord qu'il y ait une légitimité de contexte, ce qui est le cas à Versailles, qui est une légitimité de documentation, ce qui est le cas à Versailles, et qui est une légitimité, je dirais, de nécessité, ce qui était également le cas à Versailles. Et donc, après, la traduction que nous faisons, le patrimoine est-il uniquement une succession de formes qui peuvent être transcrites dans n'importe quel matériau, ou y a-t-il une intelligence de la matière? Donc la question de la matérialité se pose. Et dans le cas de la grille royale, nous n'avons fait aucune concession sur la matérialité. C'est-à-dire que la grille royale a été construite exactement selon les mêmes techniques que les techniques du XVIIe siècle. La grille est assemblée de la même façon, les fers sont forgés,
c'est de la feuille d'or et pas de la poudre de perlimpinpin. Et nous avons procédé de la même façon, si vous voulez, dans l'élaboration des modèles, avec d'abord des modèles en terre, des modèles en bois, ensuite des présentations grandeur, et exactement comme on l'aurait fait. Le mur de bahut sur lequel elle est assise est construit en pierre massive qui vient des mêmes carrières, avec exactement le même type de fondation. Il n'y a pas de béton dans les fondations, contrairement aux erreurs que j'ai pu, aux aberrations que j'ai pu lire à droite et à gauche. Je signale que Monnoyeur n'a pas donné 6 millions, mais 3,5 millions, qui est exactement le coût de la grille royale, et a récidivé en redonnant 2 millions pour la dorure et le rétablissement des ornements sculptés, des plombs du château et des toitures du château, mettant en cohérence, si vous voulez, la grille royale s'inscrit effectivement dans un programme général de restauration du corps central qui est totalement cohérent, puisque qui touche également la grande façade sur les jardins, le rétablissement des trophées, le rétablissement des ordonnances de toiture, des plombs dorés, qui est en train de se poursuivre aujourd'hui avec la chapelle et la restauration de la chapelle. Donc, encore une fois, l'état de référence, c'est l'état de 1789, avec évidemment toutes les exceptions qui confirment la règle, on en est bien d'accord. Voilà, donc je pense que le projet de Versailles, si vous voulez, est une petite chose. C'est vrai que dans le Landerneau français, il a un petit peu dénoté, parce que c'était une chose qui aboutissait. Je crois qu'il ne faut absolument pas le comparer à des choses qui sont des reconstructions que je qualifierais de plus utopistes, ou voire même fantaisistes, comme celle de Saint-Cloud ou celle des Tuileries. Il suffit de voir l'échelle de Guédelon par rapport à l'échelle de Saint-Cloud. Je pense que ça se comprend. J'aurais voulu, et je n'ai pas le temps, de vous parler de Marly, dont je ne m'occupe pas. Je suis architecte en chef du château de Versailles, mais pas de Marly. Marly est intéressant à mettre en pendant à Saint-Cloud, si vous voulez, parce que en fait, vous avez le même problème, c'est-à-dire c'est que faire de ces parcs qui ont perdu l'élément qui en était le point focal et le vecteur principal. Et ça, c'est un vrai déficit, c'est-à-dire que les parcs sans château, et de ce point de vue-là, je suis désolé, quand Laurent Médère, il ne faut pas le vilipender quand même trop, cite Sceaux, c'est tout simplement que le château de Sceaux actuel, le château du duc de Trévise, n'occupe pas l'espace qu'occupait le château donc ancien de Colbert. Donc on est effectivement dans un déficit. Il y a quand même quelque chose à Sceaux, ce qui est mieux que rien. Mais à Saint-Cloud, il n'y a rien. Et à Marly, il n'y a plus rien, avec tout le problème de toute restauration des éléments structurants du parc de Marly ne fait qu'accentuer de la vacuité. Et que faire dans ces éléments-là? Faut-il créer? Faut-il reconstruire? Faut-il... voilà. Mais je pense que, sincèrement, l'état actuel ne peut pas être considéré comme satisfaisant. Et donc, on est devant des choses qui sont des gâchis. Alors, ce qui est paradoxal en termes patrimoniaux, c'est que on est là, cette interdiction qui serait faite de reconstruction pourrait se justifier si on détruisait quoi que ce soit. Or, que ce soit dans tous ces cas-là, on ne détruit pas, on se contente de construire là où il n'y a plus rien. Donc quelque part, on pourrait imaginer même que c'est moins traumatisant que de détruire une architecture brutaliste signifiante de la RDA. Puisque on a là, on peut pas dire que on ait construit quoi que ce soit. C'est pas les 3 ifs qui ont été mis en taupière à la place du château de Saint-Cloud qui sont une création. Voilà. Et à Marly, il y a eu des éléments qui ont été faits uniquement de marquage au sol et rien de plus. Voilà, la grille royale, il n'y avait plus rien, et on n'a pas détruit la statue de Louis XIV, on l'a déplacée à un endroit où on en parle peu, où elle paraît avoir toujours été d'ailleurs, et ce qui fonctionne tout à fait bien, et on a rétabli les éléments qui ont regagné leur place. Donc je pense simplement que le débat, je suis désolé, ne peut pas être univoque, que chaque cas est important, mais par contre, je crois que ce qui est très dangereux, effectivement, et on le crie un peu trop, c'est le phénomène de Disneylandisation. Et effectivement, le fait que certaines personnes profitent de l'effet d'aubaine pour essayer de récupérer des choses avec... et je dois dire que j'apprécie assez peu l'amalgame entre la grille royale de Versailles et le château de Louvciennes, qui est une parfaite horreur,
que j'ai visité, que je connais. L'entreprise 3D Pierre n'est pas celle qui a fait la grille royale. Elle a participé juste au choix des pierres et au débit des pierres, et c'est tout. Et ce n'était pas l'entreprise qui était chargée de cela. Voilà. Après, elle a une activité commerciale, c'est son problème et pas le mien. En tout cas, je n'ai trempé en rien dans l'affaire du château de Louvciennes. C'est pas ce que j'ai dit. Et, non, mais voilà, mais c'est juste que là, chacun est libre. Après, c'est un promoteur privé qui a décidé de faire un château pour le vendre, et il a trouvé le Gugus en la personne du prince héritier d'Arabie Saoudite, qui lui a racheté effectivement 250 millions. Cette chose où je peux vous dire qu'après l'avoir visité, on jouerait plutôt James Bond que à se prendre pour Louis XIV ou Fouquet. Donc voilà. Je pense qu'il faut éviter les amalgames et qu'on n'a que trop tendance à pousser des cris d'orfraie avant même que les événements aient existé. Je pense qu'on peut imaginer des projets sérieux, qui soient des projets... Et Guédelon est un projet sérieux dans son genre, hein, je veux dire, est très intéressant, et qui est un projet presque d'archéologie expérimentale. Si en est un. Voilà. Et donc, on a tout à fait une certaine légitimité de ce point de vue. Je pense qu'il faut éviter cette doctrine univoque qui fait « on n'a pas le droit d'eux ». Je pense qu'on a le droit de penser. Et je trouve, j'ai approché un tout petit peu Alain Boumier, je ne connais pas Monsieur Bouvet, mais après tout, ils ont le droit de s'exprimer dans cette démocratie. Que leur projet aboutisse ou n'aboutisse pas, le simple fait qu'il soit porté sur la place publique stimule un débat, et puis c'est tout, et puis fermer le banc. Je pense que je crois qu'il serait dangereux de dire on n'a même pas le droit de penser dérangeant. Et je ne suis pas sûr que le plus dérangeant ne soit pas des doctrines étroites qui interdisent tout. Parce que je crois qu'il y a une vraie demande sociale et qu'il appartient au contraire aux sachants de faire en sorte que cette demande sociale ne soit pas laissée pour compte, qu'elle soit conduite, qu'elle soit canalisée vers des choses à haute exigence et non pas les procédés commerciaux les plus misérables, si vous voulez, qui font du toc et du carton-pâte. Et je pense qu'on ferait beaucoup mieux de se saisir de ce genre de choses. N'oublions pas que l'art de la restitution est un art exigeant et qu'il a été pratiqué à toutes les échelles. Bien entendu, l'objet architectural est énorme, mais il se pratique tous les jours. Lorsque Versailles commande des retissages de tentures, après tout, c'est jamais qu'une restitution ex nihilo. Je veux dire, à partir de modèles qui sont bien souvent très édulcorés, je peux vous le dire, je suis bien placé pour le savoir. Et donc, on le fait le plus précisément possible. Et donc, je crois que là, et ça met en œuvre beaucoup de moyens intellectuels. Donc, il y a dans ces projets qui doivent être peu nombreux, et par rapport à la création architecturale, ne croyons pas un instant qu'on mettrait en péril, je dirais, la créativité de l'architecture contemporaine par ces quelques unicats qu'on voudrait créer à contre-courant, quelque part, sur des objets qui, vous avez vu d'ailleurs, plus le temps passe, ne peuvent être que des objets très hautement symboliques, si vous voulez, avec un fort potentiel, je dirais, d'attractivité historique, parce que plus le temps passe, moins on verrait pourquoi on reconstruirait la maison lambda qui n'a aucun sens, je dirais. Il faut vraiment que ces objets, il faut que la mémoire de ces objets ait traversé les siècles à ce point. Et puis que aussi, quelque part, on soit conscient qu'il n'y a rien eu à la place. Parce que s'il y avait eu quelque chose à la place, je crois que les débats n'existeraient même pas. Si la Troisième République, au lieu de se contenter de raser les Tuileries, ce qui est un constat d'échec, ou de raser Saint-Cloud, avait construit autre chose, avait donné autre chose. Je pense que personne ne se poserait la question, si vous voulez, de la façon dont on peut aujourd'hui repenser telle ou telle chose. Et il faut savoir que dans le cas des Tuileries, ceux qui portent la responsabilité de l'échec du projet, ce sont les architectes. Car en créant ces cloches-merles, et en particulier Charles Garnier a eu un rôle extraordinairement néfaste de ce point de vue, si vous voulez, on a ouvert le débat et la boîte de Pandore en disant comment reconstruit-on les Tuileries, et à partir de ça, on a noyé le poisson, jamais personne n'a pu se mettre d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça qu'Alain Boumier, à juste titre, avait cherché à fermer le banc. La seule possibilité, c'était de dire on prend le dernier étage. De toute façon, il n'y en a pas d'autre possible, pour la bonne et simple raison que les pavillons de Flore et de Marsan sont des œuvres de Le Fuel qui correspondent au dernier état et qui n'ont plus du tout l'échelle
et la modénature des pavillons précédents. Sinon, il faut considérer que si vous voulez remonter le temps avec les Tuileries, il faut aussi raser la moitié de l'aile de Rivoli, la moitié de la grille du bord de l'eau, et on continue hardiment jusqu'à l'autre bout. Je veux dire qu'il n'y a plus de raison de s'arrêter. Là, on est dans l'utopie la plus folle. Et donc, d'ailleurs, de toute façon, je pense que le projet, évidemment, des Tuileries est utopique et n'a aucune chance d'aboutir. Donc voilà. Par contre, que des projets citoyens, comme on le voit en Allemagne, comme on peut le voir en France sur certains micro-projets, je veux dire, qui sont des rapports à l'histoire, puissent exister, ce désir, je dirais quelque part, de patrimoine, qui peut être maladroit, qui peut être mal considéré par certains historiens, je veux dire qu'il est aussi quelque chose qui doit nous interpeller. Et je ne vois pas au nom de quoi on fermerait le banc avant même d'avoir ouvert le débat. Je pense qu'on ne peut pas se contenter uniquement de restitution 3D et qu'il y a un moment où, entre le monde virtuel et le monde réel, la visite d'un vrai monument est quand même une expérience irremplaçable qui mérite quand même qu'on la fasse parce que les Google ne remplacera pas tout. Sinon, à ce moment-là, laissons tomber en ruine le château de Versailles. On l'a parfaitement documenté, il a été relevé par Google, et puis on a suffisamment, on n'aura plus de problème d'entretien. Voilà, je termine là et je vous remercie de votre attention. Est-ce que je peux juste vous poser une question, juste pour déborder un tout petit peu le débat C'est juste, qu'est-ce que vous pensez, du coup, rétrospectivement, des chartes internationales? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une explosion totale je pense du cadre de pensée. Vous savez, une charte n'est jamais gravée dans le marbre. C'est pas la stèle d'Hammurabi. Je veux dire, elles sont simplement le reflet de l'œil d'une époque. C'est exactement, si vous voulez, mettez-vous juste, quand en 64, je veux dire que la charte de Venise est inscrite, d'abord, je pense qu'on la lit très mal, parce que la charte de Venise s'inscrit d'abord, et dans ce qui est là, c'est sur l'objet archéologique dont elle parle, avant de l'œuvre architecturale, et d'autre part, dites-vous bien qu'en 64, on est dans quel mouvement? Qui est-ce qui, à la même époque, est le regard que nous portons sur le patrimoine? Ce sont les éditions Zodiac. Aujourd'hui, ça a terriblement vieilli. Je veux dire que cette vision d'un patrimoine médiéval roman pur, décapé, etc., c'est une des choses qu'on remet en question tous les jours comme étant une des choses qui a fait le plus de mal, si vous voulez, ces doctrines du XXe siècle, contaminées par le mouvement moderne, par la pureté des matériaux, la vérité, c'est quelque chose de complètement terrible. Et il faut aller beaucoup plus loin, si vous voulez, dans la façon de penser l'architecture. Quand mon cher confrère et collègue tout à l'heure parlait d'architecture en trompe-l'œil, c'est aussi dans les modes de construire. Nous avons un problème en France qui est, je veux dire, dans notre mode même de construction. La France... Et l'essai remarquable de Jean-Marie Pérouse de Monclos sur l'architecture à la française se veut être un pays où on a construit en pierre massive. Alors qu'à l'opposé de l'architecture à l'italienne, qui construit en fait en revêtement de façade. Et les architectures d'Europe centrale, les architectures allemandes, aussi tous ces palais néoclassiques, sont des architectures de plaquage. Donc, quelque part, il y a légitimité à refaire un plaquage devant une structure qui est moderne de toute façon. Il n'y a aucun rapport entre la façon extérieure, entre le matériau extérieur et le matériau constitutif. Alors que chez nous, c'est un cap que nous n'arrivons pas à franchir, puisqu'on a le sentiment qu'au contraire, nous, on fait corps, et que le matériau est consubstantiel à l'apparence. Alors que je peux vous dire que les architectures en trompe-l'œil sont chez nous aussi très importantes. Versailles est une ville intégralement en trompe-l'œil. Le château n'est pas en trompe-l'œil, mais le reste de la ville, c'est de la fausse brique et de la fausse pierre. Il y a des quartiers entiers où il n'y a pas un édifice qui soit construit en véritable matériau massif, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a tout un questionnement sur notre pratique de l'architecture et sur la façon dont l'être et le paraître ont existé et existeront toujours. Et aujourd'hui, on construit, je suis désolé, les 9/10 des bâtiments modernes qui sont construits sont des bâtiments en plaquage, en revêtement, qui ne sont pas des bâtiments massifs. Donc, au nom de quoi on ne pourrait pas changer l'habillage, le plaquage? Donc, je pense qu'il y a un vrai débat philosophique, si vous voulez, là-dessus. Et moi, je ne suis pas choqué. En tout cas, je trouve qu'il est intéressant d'avoir des réponses qui ne soient pas univoques. Il y a en fait un génie du lieu. Et je pense que le corps social le ressent, ce génie du lieu, et qu'il faut accompagner ce ressenti plutôt que de le condamner avant même qu'il soit exprimé correctement. Et c'est là où on peut donner, si vous voulez, prétexte à toutes les dérives, parce qu'on l'abandonne à quelque chose qui va se passer en dehors,
si vous voulez, de toute connaissance, de tout savoir, et qui va vous projeter une image qui est redoutable. C'est-à-dire qu'on est exactement... le risque est grand de faire exactement sur notre sol, dans ce cas-là, ce qui a été fait par les milliardaires chinois qui se copient, la Xème copie de Maison Laffitte, toutes plus horribles les unes que les autres, avec la mauvaise modénature, la mauvaise proportion, exactement comme le château Louis XIV de Louvciennes. Hein, le château Louis XIV de Louvciennes, c'est Vaux-le-Vicomte monté en graines, c'est-à-dire tout est plus petit et plus haut. C'est absolument immonde. On a l'impression qu'on est passé dans un régime amaigrissant Weight Watchers. Donc voilà, et tout est raté à l'intérieur. Les salles sont 2 fois trop hautes par rapport à leur taille. C'est ahurissant tellement on rigole. Ça ne tient pas la route une seule seconde. Mais on s'en fiche. C'est pas fait pour être visité. Voilà. Bien. Je vous remercie. Alors ma conclusion à moi, en fait, c'est simplement que ce phénomène-là, j'aurais pu effectivement parler aussi des reconstructions à l'identique de bâtiments iconiques du XXe siècle, par exemple, de Le Corbusier, de Mies van der Rohe, etc., qui sont encore un autre sujet. Mais en fait, ces phénomènes sont assez représentatifs à la fois d'une crainte de ce que peut apporter l'architecture contemporaine dans les villes d'aujourd'hui, à mon avis, d'un phénomène presque globalisé de nostalgie pour un certain âge d'or. Et je pense que c'est un constat que j'ai fait aussi en étudiant le cas d'Istanbul, par exemple, où Erdogan est en train d'utiliser aussi des projets de reconstruction à l'identique pour refonder idéologiquement le régime. Donc il y a vraiment ce retour à l'âge d'or qui est assez symptomatique et assez généralisé, à la fois en Allemagne, potentiellement en France, à Istanbul, en Chine, enfin, dans beaucoup de pays du globe, qui est une peur de l'avenir, probablement, en tout cas, qui est assez révélateur finalement, et qui accompagne aussi le chaos doctrinal, une sorte de perte de repères liés au patrimoine. Le simple fait, par exemple, que l'UNESCO n'ait pas forcément critiqué la reconstruction de la grille royale de Versailles est déjà symptomatique du fait que, a priori, ce type de reconstruction ne pose pas problème pour eux. Donc il y a un assouplissement en fait, des doctrines qui se fait malgré tout, et malgré les mises en garde des organismes, en tout cas internationaux, spécialisés dans le patrimoine. Je voulais aussi souligner le fait que dans la plupart des cas qu'on a évoqués aujourd'hui, la dimension économique est primordiale, et notamment la question de la rentabilité aussi, et que dans certains cas évoqués, le cynisme de certains acteurs est assez notoire, et la question patrimoniale est finalement assez peu débattue, très, très marginale, et on est plus dans une question de rentabilité économique, de faire en sorte de conformer la ville, et en tout cas les centres-villes, les centres historiques, à l'imaginaire touristique. Donc de les adapter à l'imaginaire touristique, de répondre aux attentes des touristes, plutôt que de proposer un urbanisme nouveau, en tout cas une nouvelle manière de penser la ville, qui serait aussi à la fois tournée vers les habitants et autant que vers les touristes. Voilà. C'est le constat que je fais, en tout cas, d'un certain scepticisme, en tout cas, face à ce phénomène-là.